C'est votre rendez-vous du soir. Merci de votre fidélité. Nos grandes gueules à Paris comme à Tel Aviv sont bien installées. Bienvenue dans les GGM. Hypocrisie, antisémitisme, les mots des dirigeants israéliens ne manquent pas depuis hier pour qualifier l'enquête de la CPI contre des crimes présumés en Cisjordanie et à Gaza. Mais la stratégie de riposte israélienne est-elle vraiment efficace et que risquent vraiment les Israéliens? Ce sera notre premier débat au pays de Bibi. Qui est l'auteur de la marée noire qui a souillé pour longtemps les côtes israéliennes? Pour Israël, le responsable semble déjà trouvé. Un navire pirate libyen en provenance d'Iran. Faux, dit Greenpeace. Alors la guerre avec Téhéran se joue-t-elle désormais aussi dans les mers? Et peut-on parler de terrorisme environnemental? Nous en débattrons. Enfin, la stratégie face au vaccin. Pendant que l'Autriche et le Danemark s'allient à Israël, brisant l'unité européenne, la France brille par une gestion illisible du Covid. Dernière annonce ce soir, un appel au dépistage massif et une vaccination accélérée dans 23 départements. Ça ne vous rappelle pas Israël, mais avec un an de retard. Grand débat en seconde partie des GGMO. Bonsoir à tous, bienvenue dans nos grandes gueules. Bonsoir Noémie. Bonsoir nos invités ce soir à Tel Aviv, Michael Larar, bonsoir. Psychiatre, merci d'être avec nous. Amir Badran, avocat, bonsoir, merci d'être avec nous. Je salue également en direct avec nous depuis Paris, Meir Habib, député des Français à l'étranger. Bonsoir Meir. On fera d'ailleurs avec vous un grand point tout à l'heure sur cette zizanie qui règne autour des vols Paris-Tel Aviv, car on a reçu beaucoup de messages aujourd'hui Meir de nos téléspectateurs. Vous nous aiderez à y voir plus clair sur ce qui attend les voyageurs à partir de dimanche. Oui. Je salue également Laetitia Kroupa, journaliste spécialiste en communication politique. Le décor est planté, alors entrons tous ensemble au pays de Bibi. Et depuis hier soir, Jérusalem fulmine car la CPI ouvre bel et bien une enquête sur des crimes présumés en Cisjordanie et à Gaza. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis 24 heures, le gouvernement israélien ne tarit pas de qualificatif pour dénoncer la CPI, Noémie. Oui, Benjamin, cette décision a été très mal reçue en Israël. Citons ici quelques réactions d'officiels, à commencer par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui juge donc cette décision antisémite et hypocrite. Voilà comment il qualifie la Cour dans une vidéo postée sur son compte Twitter. Un tribunal mis en place pour empêcher la répétition des atrocités perpétrées par les nazis contre le peuple juif se retourne à présent contre l'État juif et bien sûr ne dit pas un mot contre l'Iran, ni la Syrie, ni contre d'autres régimes dictatoriaux qui commettent de véritables crimes de guerre. Autre réaction, celle du président israélien Reuven Rivlin. C'est une décision scandaleuse. Nous n'accepterons pas les allégations contre l'exercice de notre droit et notre devoir de protéger nos citoyens. Israël est un État fort, juif et démocratique qui sait se défendre et aussi enquêter sur lui-même si nécessaire. Et enfin, citons le procureur général Avichai Mandelblit. Le choix de la procureure en chef d'ouvrir une enquête contre l'État d'Israël, une nation démocratique et respectueux des lois, nuit à la légitimité du travail de la Cour. Notons qu'aujourd'hui même, le ministre de la Défense et de la Justice, Benny Gantz, a tenu des consultations avec la hiérarchie judiciaire et militaire pour se préparer à cette enquête, notamment sur la façon de protéger au mieux ceux qui pourraient être mis en cause par la Cour. Alors parlons justement depuis 24 heures de cette riposte israélienne qui se prépare. Mais Rabbi, je vais commencer avec vous. La décision de la CPI est l'essence même de l'antisémitisme et de l'hypocrisie, dit Netanyahou. On se doutait bien qu'il allait dénoncer la CPI et se lancer dans une guerre des mots, mais en appelant simplement à l'antisémitisme, n'est-ce pas léger comme contre-attaque? Comment léger? Ce n'est plus la Cour de justice internationale, c'est la Cour d'injustice internationale. Benjamin Petrover, où vous trouvez une armée au monde qui, avant de bombarder, envoie des flyers, qui, avant de bombarder une maison, téléphone pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'enfants à la maison, alors qu'on est en train de bombarder ces civils, alors que la présidente gambienne qui va partir et qui veut buzzer avant de partir a été ministre de la Justice d'un régime islamiste en Gambie. Elle a envie de se faire un petit coup de pub avant de partir. Sur le dos de qui? Sur le dos de l'armée la plus morale du monde, Tsahal, sur le dos du peuple qui a le plus souffert de l'histoire, de la plus grande tragédie de l'histoire, la Shoah. Et c'est sur les cendres, sur ces ruines de la Shoah qui a été reconstruit l'État d'Israël. C'est scandaleux parce que tout simplement c'est faux et c'est tout simplement
injuste, c'est absolument scandaleux. Et ça me rappelle, vous savez quoi, la Cour des droits de l'homme, qui en l'espace de 10-15 ans a condamné 99 fois Israël, 0 fois l'Iran, 0 fois la Chine, etc. Pourquoi Madame Bensouda ne s'attaque pas, d'ailleurs, entre parenthèses, à la Chine et par rapport aux Ouïghours? Ah, il paraît... selon elle, que la Chine n'est pas signataire de l'accord de Rome. Mais Israël non plus n'est pas signataire de l'accord de Rome. Donc elle n'a aucune légitimité pour essayer de condamner Israël. Ça n'aboutira pas, évidemment. Mais c'est moralement insupportable, Benjamin. Insupportable moralement. Amir Badran, je vais rappeler que vous êtes arabe-israélien. Pour vous, la CPI a raison d'enquêter sur, et je vais la citer, des crimes présumés en Cisjordanie et Gaza. Il s'agit notamment de la guerre de 2014 et des heurts avec Gaza en 2018. D'abord, il faut comprendre qu'il y a quelques inexactitudes qu'il faut bien mettre en place pour comprendre un peu de quoi est-ce qu'on est en train de parler. D'abord, on n'est pas en train de parler de la Cour internationale de justice ou d'injustice, on est en train de parler de la Cour pénale internationale. Donc, lorsqu'on est en train de parler de cette cour-là, on parle du volet pénal. Ensuite, on n'est pas en train de... dans cette cour-là, c'est pas les États ni les peuples des individus qui sont visés, ni condamnés, ni autres, mais en fait, il s'agit d'une cour qui traite des personnalités. C'est-à-dire qu'on trouve des personnes dans lesquelles on va enquêter et selon qu'ils soient condamnés ou non, là-dessus, il y aura un verdict. Donc déjà, il faut comprendre ça, et c'est tout à fait différent de ce que vient de donner votre invité précédent. Alors, on n'enquête pas sur les Iraniens. On n'est pas en train d'enquêter sur des États, monsieur. Je suis désolé, vous ne connaissez pas les faits, vous ne connaissez pas la compétence de la Cour pénale internationale. Sa compétence est différente. Juridiquement, vous avez tort. Alors non, mais écoutez pour voir un peu les choses. Donc, de ce même, que cela signifie cette ouverture d'enquête? Il faut comprendre qu'il s'agit de 3 sortes d'enquêtes que la Cour pénale internationale était engagée. La première, c'est vrai, comme vous le venez de dire, était les crimes de guerre commis par Israël, mais non pas uniquement par Israël, mais aussi par le Hamas. C'est-à-dire, lorsqu'on est en train de parler de Tzouketan de 2014... Monsieur, quel crime de guerre a connu Israël? Moi, je ne vous ai pas interrompu. Attendez, alors là, terminez, mais Rabbi, je vous donne la parole après. Terminez juste, Amir Badran. Qu'on comprenne de quoi il s'agit. Terminez, je vous en prie. Alors, déjà, on est en train de parler d'Israël et du Hamas concernant 2014. Concernant 2018, on est en train de parler des crimes de guerre commis par Israël contre les manifestants palestiniens sur les frontières avec Gaza. Ça, c'est ce qu'on appelle ce qui a été fait en 2018. Et la troisième chose qui n'est pas moins importante, elle est en train de mener une enquête concernant les crimes de guerre des colons israéliens vivant à l'intérieur des territoires palestiniens occupés. Donc ces trois sortes d'enquêtes, c'est ça dont la Cour est engagée. Non, mais c'est pas. Ce qui est important de savoir, est-ce que je peux prendre la parole aussi après, parce que là, c'est inexact. Oui. Non, c'est inexact. On va passer la parole. C'est inexact. Bien sûr, vous allez répondre ce qui est exact. D'accord. Alors Israël essaye, ce qu'a essayé de faire Israël pendant des longs mois, c'est qu'Israël a essayé de faire en sorte de dire il n'y a aucune compétence à cette cour-là, en fait, de donner un verdict concernant les territoires occupés palestiniens. Elle a essayé de faire ça au long de longs mois, mais malheureusement, en février, il y a un mois, la Cour a annoncé sa compétence. Deuxième chose qu'Israël a essayé de faire pendant une longue période, c'est mettre une grande pression, c'est-à-dire elle a cherché un soutien international pour ne pas déclencher une enquête, et c'est là aussi ça n'a pas trop marché. La troisième chose qui est aussi très très importante, c'est que la CPI ne peut pas condamner des pays, comme je l'ai dit, elle est en train de condamner ce sont des individus. Vous rappelez le déroulé, je rappelle que vous êtes avocat Amir Badran, donc c'est important les points que vous rappelez. Je vais entendre une réaction à Paris, Meir Habib d'ailleurs. Mais je trouve ça... Monsieur a parlé de crimes de guerre. Tsahal ne commet pas de crimes de guerre. Je l'ai dit, Tsahal est une armée morale. Tsahal à Jenin, pour ne pas justement, ça lui a coûté des dizaines de morts de soldats, parce que justement elle est rentrée maison par maison pour ne pas justement bombarder du haut, alors que n'importe quelle armée au monde... Attends, de quoi s'agit-il? Les populations
civiles israéliennes sont bombardées en permanence. Des civils israéliens sont tués. Tsahal, de son côté, essaie de faire de la chirurgie. Parfois, c'est vrai, il peut y avoir des victimes collatérales et des victimes civiles. Ce n'est jamais volontaire. Ça n'a jamais été volontaire parce que c'est dans l'éthique de cette armée qui est, je répète, la plus éthique du monde à faire attention à ces choses-là. Et c'est pour ça que c'est invraisemblable de vouloir attaquer Israël qui fait attention justement à ces questions alors qu'on ne dit rien ni sur les Iraniens, ni sur les Syriens, ni sur les Chinois, ni sur tous les criminels à travers le monde qui sévissent. Non. On se penche aujourd'hui sur la uniquement le cas israélien de cette région. C'est votre sentiment. Laetitia Kroupa, est-ce qu'Israël a raison d'être choqué par cette symbolique? Voilà. Elle a raison, pourquoi? Parce que le signal est très fort. Qu'est-ce que comprend la communauté internationale? Le message est clair. Israël, selon la CPI, n'est plus garante de son impunité, c'est-à-dire que elle n'est pas. Non, mais excusez-moi, je finis. Donc, il n'a pas d'impunité. Israël, comme un autre État, les Israéliens comme les Palestiniens peuvent être arrêtés. Je rappelle quand même qu'ils seront arrêtés dans un pays s'ils sortent d'Israël, parce qu'il faut que le pays ait reconnu et adhéré au traité de Rome. Donc déjà, ça c'est un point. Et juste pour revenir sur ce que disait monsieur tout à l'heure, le troisième point qui pose vraiment problème dans l'enquête, et il a raison, ce ne sont pas les crimes de guerre perpétrés par les colons dans les territoires occupés. Oh là factuellement, là, attendez, justement, mais justement, ce n'est pas ça. Justement, je ne sais. Justement. Non, mais elle les cite, laissez-la terminer. Elle ne fait que les citer. Laissez-la terminer. Je reprends, ce ne sont pas mes termes. Ce ne sont pas mes termes. Je reprends les termes de monsieur justement pour les contredire et pour dire que l'enquête porte sur les transferts de civils israéliens en Cisjordanie. Et c'est ça qui pose problème. Évidemment, dans la terminologie, je suis d'accord avec vous, monsieur Habib, ce n'est pas ce que le monsieur en plateau a supposé. C'est vraiment les transferts de civils. Et on sait que les accords de Genève n'autorisent pas à ce qu'il y ait une démographie, un changement démographique dans les territoires occupés. Donc c'est bien ça qui pose problème. Voilà, c'est bien ça qui pose problème. Mansuétude, la présidente de la CPI a dit qu'elle n'influerait pas sur la question des frontières. Merci Madame Bensouda de ne pas vous arroger un droit que personne ne souhaite vous donner. Noémie Aliwa. D'abord. Oui, là, on est en train peut-être de s'embourber dans des points juridiques. Outre la question de la CPI et de la validité ou non de cette enquête, c'est intéressant d'ausculter la réponse israélienne. Et là, peut-être, je me tourne vers le psychiatre de ce plateau. Qu'est-ce que vous pensez des réactions des Israéliens? On a cité tout à l'heure Binyamin Netanyahou, qui, par exemple, a considéré que c'était un acte antisémite, hypocrite. Ce mot d'antisémite, est-ce qu'il permet est-ce que vous le trouvez justifié? Je suis d'accord, mais je pense que c'est une défense qui est pas forcément très fine. Mais ça ne veut pas dire que je ne pense pas que c'est l'intention fondamentale. Ce qu'il y a dans le simple fait d'enquêter de façon officielle maintenant sur ce qui s'est passé, ça signifie que le tribunal international ne reconnaît pas la légitimité de la justice israélienne à enquêter sur ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a un discrédit. Le simple fait, avant même qu'il y ait les moindres condamnations, débats, etc., si Israël se prêtait à ça, eh ben, le simple fait d'officialiser l'enquête, c'est jeter le discrédit sur l'intention israélienne d'avoir une justice. C'est-à-dire, c'est de faire tout de suite puisque des enquêtes sont à chaque fois menées en Israël même, voilà, il faut le rappeler. Exactement. Donc c'est très difficile à supporter pour les Israéliens, qui sont le seul pays démocratique des environs, d'entendre que leur justice est finalement partiale, corrompue et à charge ou à décharge vis-à-vis des Israéliens et à charge contre les Palestiniens. Donc il faudrait nommer ça. Il faudrait dire qu'il y a le discrédit qui est jeté sur le pays d'Israël du fait même de pouvoir lancer cette enquête. De se donner l'autorité de pouvoir mener une telle enquête. Après, écoutez par exemple, et on va en reparler. Oui, Laetitia. Attendez, on rappelle quand même, Benjamin. Oui. Juste, il faut quand même rappeler que dans cette enquête, Israël est visé, bien sûr, mais les Palestiniens, le Hamas et les groupes armés palestiniens également. Non, mais attendez, il faut être factuellement juste. Non, mais je ne renvoie rien, je parle de l'enquête. Terroriste. Mais ça n'a rien à voir. Je vous dis que l'enquête vise. Mais hier, laissez Laetitia terminer, enfin. Je ne lis pas. Laissez Laetitia finir.
Factuellement, je dis juste dans les termes de l'enquête, l'enquête vise ce qui s'est passé effectivement à l'été 2014, aussi bien côté palestinien que côté israélien. Il ne faut pas prendre cette enquête uniquement comme Israël étant la cible de la CPI. Voilà, c'est juste ce que je veux dire. Mais c'est factuellement, après vous l'interprétez comme vous voulez, mais c'est ça. Et juste pour finir, les États-Unis ont dénoncé cette enquête. Donc on imagine bien que les États-Unis la dénonçant, suivi par l'Allemagne, suivi par l'Australie, d'un point de vue diplomatique, on sent que le monde s'est crispé autour de cette question et que cette enquête ne verra vraisemblablement pas le jour. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, la présidente de la CPI laisse sa place le 16 juin. Est-ce que le nouveau président, qui est un Britannique, un avocat britannique, voudra continuer cette enquête? Rien n'est sûr, mais c'est très symbolique ce qui se passe. Encore une fois, il s'agit de l'impunité d'Israël. Mais ce qui est gravissime, si vous me permettez, c'est qu'on est en train de renvoyer dos à dos un mouvement terroriste, un État légitime, le seul État juif, qui se bat pour défendre sa population civile, bombardée pendant des mois par les terroristes du Hamas. C'est ça la réalité. Et que la moindre des choses de la procureure, c'est de laisser à son successeur qui va arriver, à monsieur Karim Khan, qui va arriver et qui va être en poste dans quelques mois, la possibilité, ou pas, même si jamais la Cour n'est pas compétente, en l'occurrence, sur l'État d'Israël. Je l'ai rappelé. Pourquoi on a demandé à la procureure pourquoi elle n'enquêtait pas sur la Chine. Elle a dit parce que la Chine n'est pas signataire. Vous l'avez dit, Meyer, vous l'avez dit tout à l'heure. La même chose pour Israël. Meyer Habib, alors, ce qui est valable pour vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà. On va avancer dans le débat. Amir Badran, sur ce qu'a dit Laetitia Kroupa juste avant. Finalement, elle dit il n'y aura peut-être rien. Il n'y aura pas d'enquête. Ah non, il y a une enquête. L'enquête elle a été lancée. C'est pas qu'il n'y aura pas d'enquête. Elle est déjà lancée. Il faut comprendre que le lancement est annoncé hier. Non, ça va prendre plusieurs mois pour que le mandat soit émis. Il faut qu'il y ait déjà, elle a été annoncée en février. Là, on est en mars. Elle a souhaité là, aujourd'hui, on est un mois après. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la CPI a été accablée. En février, la compétence régionale qui a été établie. Amir Badran, allez-y. Merci. Amir, allez-y. La CPI, il faut comprendre que la CPI a été accablée pendant 4 ans, pendant toute l'administration de Trump, en fait, justement, pour étouffer cette enquête contre Israël. Maintenant qu'il y a eu un changement de l'administration, il faut voir comment est-ce que Joe Biden va effectuellement quelle position il va prendre. Il a déjà réagi, Joe Biden. D'accord, il a à peine au pouvoir, il a déjà réagi, c'est bien. Il y a le soutien américain, c'est très bien. On verra comment est-ce que les choses vont aller plus loin. Vous pour des réalités, je crois, monsieur. Mais ça vous dérange quand je parle, ça vous embête quand je parle. Vous n'arrivez même pas à vous retenir. Amir. Alors, oui, parce que mais c'est très bien, mais vous n'avez pas le choix. Vous n'aurez pas le choix. Vous devrez m'entendre et après dire ce que vous voulez. Mais vous devez m'entendre. Alors, ce que je voulais dire en plus, c'est que c'est ce qu'on fait, monsieur, avec difficulté, mais c'est ce qu'on fait. Bon, laissez-le terminer, mais rapide. On n'a pas l'impression. Hein. Amir Badran, avancez parce qu'on va pas passer le débat à faire la confrontation. Écoutez. Ce qui est de manière un peu drôle, même dire grave en Israël, c'est qu'on prend les choses d'une manière extrême pour en fait dire voilà les marginaliser. C'est-à-dire, regardez, on a eu plusieurs expériences en Israël des accidents comme des accidents de la route dans lesquels étaient des Palestiniens et des Israéliens. Ça a été immédiatement traduit comme si c'était un accident de terrorisme. Quand il y a eu des attaques contre des fermes au sud du pays... Vous voulez dire que des attaques à la voiture bélier, pour vous, c'est pas des attaques à la voiture bélier? On a tout de suite qualifié ça, on a considéré ça comme un terrorisme agricole. Et ainsi de suite, quand il y avait les incendies... Vous voulez dire que des attaques à la voiture bélier, pour vous, c'est des accidents de la route? Pardon? Vous voulez dire que des attaques à la voiture bélier, ce qui est présenté comme des attaques à la voiture bélier en Israël, pour vous, ce sont des accidents de la route? J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'en Israël, en général, dès qu'il y a un accident de route, ou par exemple, il y a eu un avant-hier, il y a eu un à Jérusalem dans lequel il s'est fait un... comme ça, il y a une enquête à chaque fois. Mais donnez-moi vous donner l'exemple. Après, répondez. C'est-à-dire, déjà, on le qualifie comme un accident de terrorisme. De même, lorsqu'il y a eu des attaques contre des fermiers au sud, on a qualifié ça comme des terrorismes agricoles. De même, quand il y a eu des incendies de feu au Carmel, à Haïfa, on a qualifié ça comme des terrorismes... Ça a été démenti par la suite. Pour le coup de Haïfa, ça a été démenti par la suite. Maintenant, pour en revenir à ce point,
pourquoi est-ce que Benjamin Netanyahou, le Premier ministre d'Israël, est tellement bouleversé par ça? Parce que, justement, des personnalités comme M. Netanyahou, des personnalités comme Benny Gantz sont visées personnellement par cette Cour pénale internationale. C'est-à-dire, s'il y aurait des mandats d'arrêt, il y aurait contre ces gens-là et contre d'autres. Comme est un qui État sont dans des postes où l'armée sont tous des civils. Chaque personne en Israël. Deux choses qui paraissent importantes. La première chose, c'est que quand on utilise le terme, il s'agit en fait de travailler sur l'impunité d'Israël, c'est déjà jeter le discrédit sur Israël. Comme si c'est considéré qu'Israël est coupable. Et puis ça veut dire qu'Israël se considère comme un État qui bénéficie d'une impunité. Or, il y a une justice. Donc en vérité, il s'agit là, dans cette enquête et dans le procès qui suivrait, de jeter le discrédit sur l'État israélien en tant qu'État démocratique avec une justice capable de juger les choses. Donc c'est-à-dire c'est attaquer même l'institution du pays. Donc en vérité c'est une attaque profonde de l'État d'Israël. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je trouve ça intéressant que les masques tombent enfin. Et je pense qu'on est au début de quelque chose. C'est-à-dire qu'en réalité, qu'est-ce qu'on pense en Israël? On pense que la Cour pénale internationale est téléguidée et illégitime. C'est ça la réalité. Alors, on va chercher d'autres façons de se défendre de façon diplomatique, mais un jour, on va bien être amené à cliver le monde, à dire voilà, l'ONU et la Cour pénale internationale ne sont pas des instruments neutres et de justice. On le dit déjà en Israël. On en a bien sûr, mais il est l'heure de le dire et d'aller au bout sur le plan international. Or, on essaye encore de ménager la chèvre et le chou. Et je pense que c'est pas une bonne position. Je pense qu'il faut une position plus courageuse d'Israël, d'attaquer de front ce qu'est l'ONU, parce que on parle d'un. C'est intéressant. Donc vous dites la riposte. Quand je demandais tout à l'heure à Amir Habib sur la riposte israélienne, dire simplement c'est l'antisémitisme, vous dites ça va pas assez loin. Oui, je dis ça va pas assez loin. Il faut s'en prendre aux instances internationales. Absolument, parce que les instances internationales s'abrogent une légitimité qu'elles n'ont pas et qui est discréditée 1000 fois par les exemples notamment qu'a donné Meir Habib, surtout à l'ONU. Et je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de chercher des petits arguments et il faut dire nous n'avons pas confiance en ce qu'est la justice internationale aujourd'hui. Nous n'avons pas confiance en ce qu'est l'ONU et nous avons des bonnes raisons de ne pas avoir confiance et nous nous mettons donc en rupture avec quelque chose. Trump, oui, mais on dit souvent, la question s'est déjà posée en Israël et certains responsables disent il vaut mieux être dedans dans les instances et voir ce qui s'y passe, notamment à l'ONU, qu'en sortir et se retrouver marginalisé. Non, pourquoi évidemment? C'est dangereux, monsieur. Pourquoi évidemment? Parce que évidemment, c'est dangereux. Il vaut mieux c'est dangereux, ça veut dire parce que l'ONU est une référence. Parce que l'ONU est un pilier. Avant sa chute, enfin, et dirige le Conseil des droits de l'homme. À quoi ça sert? Vous dites c'est ridicule de toute façon. Laetitia Croppa, vous dites évidemment. Moi, je suis d'accord avec Israël. Ben oui, évidemment, Israël a raison de dire qu'à l'intérieur, on est plus fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on jette le discrédit sur l'ONU, on jette le discrédit sur l'ONU, c'est discrédité tout sur l'ONU, parce qu'il est bien temps de jeter le discrédit sur une instance qui est arbitraire. Mondiale. Oui, mais enfin, d'un point de vue symbolique. Mais non, mais le point de vue symbolique, il faut l'attaquer quand le symbole est grotesque. Excusez-moi, attendez, juste une chose. On voit que les homosexuels. Attendez. Laissez juste Michael Allard parler, je vous passe la parole. Comment on peut maintenir l'ONU dans cette position comme ça, un peu christique, un peu au-dessus des nations, alors même que la construction même de l'ONU n'est pas égalitaire. Le simple fait, même si ça peut nous arranger par moment, qu'il y ait 5 membres au Conseil de sécurité permanent. C'est-à-dire qu'il y a 5 pays au-dessus des autres qui commandent plus. C'est déjà intéressant. C'est l'état de fait de l'ONU qui vous dérange déjà. En 30 secondes, c'est déjà fou. Meir Habib, en 30 secondes, une réponse à Paris, car je dois lancer la pub. Mais si vous me permettez, mais on parle de l'ONU, mais j'aurais aimé voir l'ONU lorsque l'Iran aujourd'hui est en train de pendre ces homosexuels, lorsque l'Iran aujourd'hui lapide ces femmes adultères, tue des journalistes, lorsqu'on a vu des massacres pendant la guerre Iran, Irak, où on a brûlé des gens, on a vivant des gens, où les chrétiens d'Orient sont massacrés. Donc vous dénoncez un deux poids deux mesures. On a noyé des gens, où on a broyé des gens, tout ça dans un silence assourdissant des nations. Merci. De grâce. Ils sont trompés de cible et cette obsession est malsaine. On en reparle ensemble dans quelques instants. On va aussi parler ensemble des stratégies face au vaccin avec 2 tendances très claires. On l'a vu aujourd'hui. D'un côté, l'Autriche et le Danemark avec le représentant qui est en Israël. Et de l'autre, la France
qui avance pas à pas. Jean Castex qui promet 20 millions de personnes vaccinées d'ici le mi-mai. Qui peut encore y croire? On vous posera la question juste après la pause. Les grandes gueules Moyen-Orient, seconde partie. Merci de nous rejoindre avec nous ce soir. Michael Laharre, psychiatre, Amir Badran, avocat à Paris. Laetitia Kroupa, journaliste spécialiste en communication politique, ainsi que Meir Habib, député des Français de l'étranger. Et je vous annonce également que dans un quart d'heure, nous accueillerons notre invité, le philosophe Vincent Cespedes, à l'occasion de la sortie de son livre « Le monde est flou », paru chez Plon. Place maintenant au grand débat des GGM. Et pour commencer avec vous, Meir Habib, faisons non pas un point route, mais un point vol pour tous ces franco-israéliens bloqués d'un côté ou de l'autre de la frontière. Vous avez énormément fait pression sur le gouvernement israélien pour que les vols Paris-Tel Aviv reprennent. Les liaisons étaient censées reprendre pour de bon dans 3 jours. Sauf que depuis ce matin, nous avons reçu plein de témoignages, Meir, avec des annulations, des vols du côté d'El Al. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir précisément ce qu'il en est ? Ce qu'il en est, c'est que aujourd'hui, il y a eu un vol Air France qui repartira demain de Tel Aviv à 8h du matin, comme je l'avais annoncé. Après, il y avait des vols programmés. Je vous annonce en direct et en exclusivité que la semaine prochaine, il y aura 6 vols aller-retour. 2 vols El Al, 3 vols Air France, 1 vol Israël et peut-être même un vol Arkia, un 7e vol, au minimum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez savoir que tout n'a pas été levé. Aujourd'hui, les Israéliens ont permis à 1000 personnes de rentrer par jour. Après, ça va augmenter. Alors, on est parti de 0. Je vous rappelle que jusqu'à maintenant, on passait par Francfort. Donc là, il y aura quand même 6 vols ou 7 vols aller-retour la semaine prochaine. Attention, tout le monde ne peut pas voyager. Il faut des tests PCR, il faut être franco-israélien ou que israélien à ce stade. Et au niveau des... Il faut... Même les non-vaccinés devront aller encore en Malone Didier, ce qu'on appelle en mélonite, etc. Mais ce qui est nouveau, alors il y a le verre à moitié vide et à moitié plein, c'est qu'il va avoir 6 vols. Alors, pourquoi vous me dites qu'il y a des gens qui ont annulé? Les gens pensent que les vols reprennent normalement. Avant, ils étaient programmés sur des vols, mais avant, il y avait 4, 5, 6 vols par jour. Il ne va pas avoir 6 vols par jour. J'avais dit au minimum 3 par semaine, il va en avoir 6, 7. C'est pas assez, je suis d'accord avec vous, on va augmenter le rythme. Ils veulent aller doucement, ils veulent voir comment ils fonctionnent. Il est question de mettre des bracelets électroniques. On est en train de voir aujourd'hui quel vaccin. Moi, je suis en train de me battre de savoir aujourd'hui si les gens vaccinés en France vont pouvoir se rendre en Israël. Les gens vaccinés en Israël, il n'y aura pas de souci, ils seront libérés de quarantaine, enfin on appelle ça de bidou, de confinement. Par contre, il y a beaucoup de gens qui sont vaccinés en France et qui veulent savoir. Alors, on est avec les autorités israéliennes, il est question peut-être de faire des prélèvements pour savoir s'ils ont des anticorps. On avance doucement, mais on avance sûrement. En tout cas, vos restaurants sont en train d'ouvrir, je crois, ce soir. Vos stades sont en train d'ouvrir, de football, le cinéma, le théâtre, la vie reprend. Chez nous, on est très loin de tout ça, hélas, chez nous en France. Alors, merci Meir Habib pour ces précisions. J'avais tout de même une autre question. C'est celle qui va nous attendre ici, de notre côté de la frontière, parce que les franco-israéliens vaccinés qui sont en Israël et qui veulent se rendre en France n'ont toujours pas le droit de traverser la frontière, puisqu'Israël est hors Union européenne et tout citoyen hors UE ne peut pas entrer sauf cas de motif impérieux. N'est-ce pas un comble aujourd'hui pour les Israéliens qui sont vaccinés? Non, mais attendez, vous parlez des vaccinés en Israël pour venir en Europe? Oui. Ou dans l'autre sens? Non, ceux qui sont en Israël qui veulent venir en France. À partir de la semaine prochaine. Non, si jamais les Français pourront. Alors, le problème là, maintenant, il y a des restrictions en France, ça c'est autre chose. Mais c'est ma question. Si jamais il y a des. C'est ma question sur les restrictions françaises. En Israël. Hélas, les restrictions en France n'ont pas été levées. C'est pour ça que j'ai écrit d'ailleurs au président de la République, on va en parler. Et j'en ai parlé encore hier à Jean-Yves Le Drian en audition en commission des affaires étrangères, pour demander de dupliquer l'accord qui existe avec Grèce et Chypre, et peut-être même demain le Danemark et l'Autriche, et de faire en sorte que la France aussi ait un accord particulier avec Israël. C'est mon objectif, mais on risque de ne pas y arriver. 1, parce qu'on n'est pas assez vacciné en France, et 2, parce qu'on ne veut pas, en France, admettre qu'il faut un passeport vaccinal. On n'y échappera pas. Mais ça, c'est un autre débat. J'ai écrit au président de la République, et je lui ai demandé tout simplement de faire qu'avec Israël,
et peut-être même avec les Émirats, par exemple, qui est un pays très vacciné, ou peut-être demain avec l'Angleterre, qui est de plus en plus vaccinée, puisqu'ils vont bientôt être à 30 millions et que nous, on est bien à la traîne, qui est une possibilité d'échange, parce qu'autrement, à quoi ça sert de se vacciner si jamais ça ne change pas? Alors Netanyahou a accepté. Il m'a dit, je suis prêt, à condition, il a accepté à condition que ce soit réciproque. Les Israéliens ne vont pas dire non, on va prendre les Français, mais les Français disent ah non, on ne prend pas les Israéliens. Il faut forcément que ce soit réciproque. Mais donc, je l'ai dit clairement, il a accepté. Mais donc, vous me confirmez ce soir qu'à ce jour, un franco-israélien qui vit en Israël et qui est vacciné n'a toujours pas le droit d'aller en France. Si, il pourra sauf motif impérieux. S'il a un motif impérieux. Oui, voilà. Il pourra même revenir sans... Ah oui, ça c'est la législation française. Alors on parlait tout à l'heure avec Jean-Baptiste Lemoyne, avec tous les députés des Français de l'étranger, on essaye, par exemple, le fait de marier un de ses enfants, pour moi, c'est un motif impérieux, évidemment, c'est un motif extrêmement important. Et à ce stade, c'est pas considéré, en France j'entends, comme un motif impérieux. Et donc, à ce stade, on essaie de changer les choses. Voilà, enfin on avance doucement mais sûrement, on va dire comme ça. Et on compte sur vous, Meir Habib, pour nous tenir informés de l'évolution de la situation pour tous les franco-israéliens qui sont pour certains bloqués de part et d'autre de la frontière. Alors, si vous le voulez bien, on va s'arrêter maintenant sur les stratégies des différents pays, parce que pendant que les représentants du Danemark, de l'Autriche sont en Israël pour ne plus dépendre de la politique européenne, eh bien la France, elle poursuit son chemin avec des choix peu lisible, en témoigne d'ailleurs Noémie les choix ce soir de Jean Castex. Exactement, prenons quelques-unes des annonces qui ont été annoncées ce soir par le Premier ministre Jean Castex. Par exemple, l'une d'entre elles, c'est le fait qu'il y a 25 000 malades qui sont actuellement hospitalisés à cause du Covid, mais il n'y a pas de mise en place de confinement général, il n'y a pas non plus de mise en place des frontières extérieures, des frontières de la France, malgré le fait qu'il y a un variant anglais qui représente plus de 60% des contaminations. Également, le Premier ministre conseille de limiter ses déplacements entre les régions, mais ne prend pas de mesures en ce sens. C'est finalement une ligne de stratégie, une ligne de crête entre des contraintes et une ouverture relative de la société. La France semble hésiter entre la stratégie zéro Covid et celle du moindre dégât, entre le choix de vivre avec le coronavirus et chercher à s'en débarrasser au plus vite. Bon, alors Laetitia Kroupa, vous, notre spécialiste en communication politique, Jean Castex qui annonce un dépistage massif ce week-end, qui promet 20 millions de personnes vaccinées d'ici la mi-mai. Ici en Israël, de telles mesures se décidaient il y a un an. Alors je vais vous poser la question crûment, est-ce que la France tient un cap clair dans sa gestion du Covid aujourd'hui ? Écoutez, ce qui est clair en tout cas, c'est que la stratégie zéro Covid a été abandonnée. Pendant un moment, elle était encore sur la table et là, le gouvernement se dit qu'il vaut mieux tenter de vivre avec le virus et jouer la montre pour que effectivement la campagne de vaccination s'accélère. C'est le défi bien sûr principal de l'exécutif. Et donc Jean Castex nous annonce que 2/3 des Français de plus de 18 ans d'ici l'été pourront être vaccinés. Je vous rappelle quand même la promesse d'Emmanuel Macron qui lui a dit que avant la fin de l'été, tous les adultes français qui le souhaitent seront vaccinés. On est très loin du compte. Mais c'est ce qu'on... Si vous voulez, mais vous y croyez, vous, encore à ces promesses ? Clairement son camp, c'est-à-dire qu'ils veulent... Oui, on essaye d'y croire, notamment quand on voit que le vaccin AstraZeneca est disponible et qu'il y a encore en France une réticence à se faire vacciner. Vous voyez, il y a un énorme problème de communication, Benjamin, énorme. Il n'y a eu aucune campagne de communication publique pour expliquer. Pourquoi ? Parce que justement, on manquait de doses. Donc on s'est dit, on ne va pas trop communiquer pour pas qu'on nous coupe dessus. C'est stupide, il fallait communiquer pour donner cette information de façon transparente aux Français. Résultat des courses, aujourd'hui, 54% des Français veulent être vaccinés. C'est un Français sur deux. C'est rien, enfin vous imaginez bien. Il y a dans les EHPAD 80% de résidents qui sont vaccinés et 40% de soignants. Il y a une réticence du personnel soignant à se faire vacciner et le Premier ministre et Olivier Véran ce soir ont vraiment insisté sur ce point. Olivier Véran demain écrit au personnel soignant pour les inciter à se faire vacciner. Mais vous comprenez bien... Mais vous vous rendez compte, Laetitia, qu'on est en mars 2021 et qu'on pose encore... On pose encore ces questions-là en France. Je sais bien, oui, mais le soignant
Le soignant qui refuse de se faire vacciner, vous comprenez bien le message, le signal qu'il envoie aux malades. Enfin, on marche sur la tête. Donc il faut que ça s'inverse absolument, parce que cela retarde d'autant plus cette campagne de vaccination qui déjà patine. Mais le seul problème, Benjamin, c'est qu'on n'a pas assez de vaccins. Il y a un échec de l'Union européenne et par définition un échec de la France. Et quand je vois aujourd'hui que chez nous en France, on est en train de critiquer l'accord extraordinaire que sont en train de passer le Danemark et l'Autriche avec Israël, justement pour faire en sorte que si jamais il y a une usine de vaccins, ils veulent sortir de la stratégie européenne qui a échoué. Et pourtant, moi je suis un Européen convaincu. On a échoué, on n'a pas assez de vaccins. Mais ça n'est pas que ça, Meir Habib. Ça arrange beaucoup de gens qu'il y a une certaine réticence. Meir Habib, ça n'est pas que ça. Laetitia Croupa l'a dit. 30% du personnel hospitalier qui est vacciné. C'est pas seulement un manque de vaccins, c'est qu'on a une population et aussi des membres du secteur médical qui ne veulent pas participer à une campagne de vaccination. Eh bien, ils ne seront jamais guéris. On n'y échappera pas. Le vaccin marche à 98%. Qu'est-ce qu'on veut de plus? On espérait 80%, c'est 95, 98%. Regardez le taux de mortalité aujourd'hui des doublement vaccinés en Israël, 0,5%. C'est extraordinaire. On n'a pas rêvé de ces chiffres. Alors après, on va rentrer dans le complétisme. Moi, j'ai confiance en la science et je l'ai dit depuis le début. Et ça fonctionne. Et ça... La bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne encore mieux qu'on l'imaginait. Et que lorsqu'on a vu, on est à près de 90 000 victimes en France, mais c'est colossal, 90 000 morts. Attendez, il faut se faire vacciner, et avant ça, il nous faut des vaccins. Et vous verrez que dès qu'on aura des vaccins, tout le monde va courir se faire vacciner. J'espère vous croire, Meir Habib. J'espère vous croire. Michael Lara. Vous dites 40% de soignants, 30-40% de soignants qui sont vaccinés, ça montre l'état de défiance dans laquelle est la population française, y compris la population soignante vis-à-vis de l'État. Quand un père dit n'importe quoi pendant des mois, après, même s'il dit quelque chose de bien, on ne le croit plus. Et le gouvernement français a perdu toute légitimité et est en train de payer, même si aujourd'hui, il y a des décisions qui vont être prises, qui vont être courageuses, ou une transparence un peu supérieure. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, c'est pas le mieux, mais on essaye de gagner du temps, de négocier un peu, en fonction aussi de l'état de l'économie, de l'état du psychisme des gens, pour ne pas reconfiner ou pour reconfiner seulement au minimum possible, etc. Donc, ce qui est assez cohérent, eh bien, aujourd'hui, il y a une telle défiance par rapport à ce qui s'est passé au début de l'épidémie qu'ils n'arrivent plus à convaincre les gens de faire ce qu'il faudrait faire, notamment les vaccins. Et ça veut dire qu'il y a un véritable problème de confiance en l'exécutif français. Et je ne sais pas s'ils seront capables, eux, de rattraper ça. On en parlera avec notre invité tout à l'heure. Noémie Aliwa. Oui, donc il y a une question qui se pose, c'est comment convaincre les gens d'aller se faire vacciner? Quelle est la bonne stratégie? Est-ce qu'il faut les contraindre? Est-ce qu'il faut simplement leur expliquer davantage? En France, on ne pourra jamais les contraindre. C'est pas dans les gènes, l'ADN du pays. Ça n'est pas français. Voilà, c'est pas dans l'ADN du pays. Il faut continuer. Il faut continuer à expliquer. Noémie Aliwa, moi je vois autour de moi que des gens qui veulent se faire vacciner, qui me disent on n'a pas le droit. Moi je vois autour de moi, depuis que je suis rentré à Paris. Mais il n'y a pas que ça, c'est vrai que je vous dis. Mais il y a qui ont envie de se faire vacciner. J'ai envie de me faire vacciner, mais je peux pas. J'ai pas l'âge, j'ai pas de comorbidité, etc. Écoutez, il y a une défiance en France qu'il n'y a pas ailleurs. On est très en retard. On est très en retard. Bon, autour de vous, Meir Habib, il y a des gens de bonne volonté, mais voilà, quand on voit toutes les études qui sont faites, elles disent que non, il y a une grande défiance dans la société française. Amir Badran, par rapport à ce qu'a dit Meir Habib juste avant, tout de même, on a vu aujourd'hui une Europe divisée avec un représentant du Danemark et de l'Autriche qui sont ici en Israël pour ne plus dépendre de cette politique vaccinale européenne. De l'autre côté, la France, qui désormais avance avec son autre chemin qu'on vient d'évoquer. Vous dites quoi, Netanyahou a quand même réussi à faire un strike, non ? Ben écoutez, c'est vrai que oui, ici en Israël, on a réussi à à être un des premiers à avoir le vaccin. Non, mais à vacciner sa population et à diviser l'Europe autour de la question des vaccins. Non, mais pour ça, c'est ça ma question. Pour ça, il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'organes et de personnes qui ont avancé ça. Parmi eux, bien sûr, il y avait Monsieur Benjamin Netanyahu, le Premier ministre, mais il faut pas croire qu'il était le seul. Il a du mal à faire un compliment à Benjamin Netanyahu, M. Badran. Écoutez, quelqu'un qui explique à chaque fois à son peuple qu'il a eu 17 coups de fil avec le président de Pfizer. Si ça veut dire quelque chose, ça veut dire que le gars, franchement... Ça veut dire qu'il s'engage, attendez. Non, il s'en fout royalement. Il s'en fout royalement, parce que si vraiment il le calculait, au premier coup de fil, il aurait fait ce qu'il a fait. Maintenant, pour prendre il faut aussi comprendre un peu la politique. J'ai eu l'occasion de passer une soirée chez M. Netanyahou. Attendez,
attendez, J'ai vu laissez comment Amir à 1h30 terminer. du Je vous donne la parole à après. 2h du matin, il était au téléphone. Ouais, 2h du matin, 17 fois, c'est bien ça ce qu'on a entendu de sa part. Mais ce qui est important Non, à j'ai comprendre, pas dit c'est 17 que. fois. Mais si, Une c'est lui fois qui quand l'a dit j'étais 17 là. fois, c'est pas vous, c'est lui qui l'a dit. Amir. L'expérience d'Israël doit être aussi prise en garantie limitée. C'est-à-dire, il faut comprendre que c'est vrai qu'on est les premiers à avancer ce vaccin. Ceci dit, il faut comprendre qu'il y a eu une très mauvaise administration de l'épidémie, et s'il y a quelqu'un à rendre responsable, c'est M. Benjamin Netanyahou. Deux, il faut comprendre qu'il y a eu voilà. que Israël officiellement. Là, je vous reconnais, c'est bien. Il faut comprendre que les confinements, malheureusement, sont souvent mal respectés ou non respectés, les mises en place aussi. Il y a des secteurs entiers chez nous, que ce soit dans les pays, dans le secteur arabe ou le secteur ultra-orthodoxe juif, dans lesquels on respecte vraiment pas les règles considérées. Vous voulez dire que la crise Et en même sanitaire a temps, été mal gérée en Israël parce bien que, sûr, mais vous bien rigolez, sûr. là. Non, Dans le monde mais entier, attendez. Israël est un exemple. Non, non. C'est vu comme le pays Israël, champion du moi, je monde de veux la dire, gestion de cette crise. quel est l'exemple d'Israël aujourd'hui? Officiellement, aujourd'hui, Israël, c'est le plus grand laboratoire au monde pour voir un peu comment ça se passe Mais pas sur uniquement, des à gens tous les qui niveaux, au niveau de la qui prennent le vaccination, vaccin. Et là, on parle depuis tout à l'heure, l'exemple français, les meilleurs pour vous, Amir Badran? Non, arrêtez. Maintenant, il faut comprendre. Ce que je suis en train de dire ne veut pas dire forcément que ceci est mauvais. Mais ceci est un fait qu'il faut reconnaître. C'est-à-dire que nous, étant un des premiers à prendre ce vaccin, on est là dans un plus grand Ce laboratoire vaccin, il a pour été voir un peu testé, comment ça se passe. Il n'est pas arrivé là comme par enchantement. Enfin. Si les personnels sanitaires Si les autorités l'ont autorisé, en c'est parce France qu'il a été validé. refusent ou hésitent de le prendre, il y a un homme sur deux qui ne veut pas le prendre, c'est pas parce qu'ils sont plus bêtes que Alors que je vous pose la les Israéliens. question à vous. Ils sont plus D'accord. méfiants. Amir Badran, je vous pose la question à vous. Entre être vacciné et faire partie de cette population test qu'est Israël, il faut le connaître, et ne pas être vacciné du tout, vous préférez quoi? Moi, j'ai été vacciné. Donc, La question vous est préférez tout de même résolue. ça? Bien sûr. Donc vous préférez tout de Bien même sûr, ça? maintenant, il faut comprendre que Mais la il n'est pas politique est question de différente. bêtise, il n'est pas question d'être plus bête, il est question d'une confiance qui est faite au moins sur le gouvernement dans sa gestion. Je ne crois pas que ça a été particulièrement mal géré, et je pense qu'il y a eu au moins une ligne directrice, et du coup, en Israël, on a considéré que la ligne directrice était transparente, même si elle pouvait être discutable, même si on n'était pas sûr de tout à fait de ce qu'on faisait, et que du coup on a suivi le chef de file qui a toujours été assez droit dans sa ligne. Or en France c'est exactement ce qu'il n'y a pas. Et c'est bien ça le problème. On va Il y a accueillir quatre maintenant confinements. Amir, Trois Amir. confinements, maintenant le Non, mais quatrième. la On va réagir à la suite. Attendez, on est en train de prendre du Ça n'a pas retard. trop marché. On est en train de prendre du retard. J'aimerais qu'on accueille maintenant l'invité du Grand Oral et on continuera à débattre. Invité du Grand Oral, jingle, wiper, musique, on avance. L'invité du Grand Oral qui est en direct avec nous, Vincent Cespedes. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir, parfaitement. Bonsoir, merci d'être Ravi avec là. nous. Philosophe, le monde est flou, l'avenir des intelligences, c'est une philosophiction. Et c'est le titre de votre dernier ouvrage paru chez Plomb. On va en parler, mais j'imagine que vous entendez depuis tout à l'heure notre débat. J'aimerais avoir votre regard sur la façon dont sa société française vit le Covid. Et comme vous avez le sens de la formule, parce que vous disiez il y a quelques mois que le confinement, et je vous cite, c'est love story sans les caméras. Quelle formule trouveriez-vous aujourd'hui pour définir cette France où l'on ne confine pas vraiment et où l'on vaccine ceux qui le veulent bien? Bon, j'ai pas de formule slogan, ça vient comme ça. Peut-être que dans le feu de l'action, je vais en trouver. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il a été mention de défiance, et c'est vrai qu'il y a une défiance des citoyens par rapport au gouvernement. Et dans le monde des flous, ce que j'analyse, c'est justement l'opacité d'une technocratie qui ne consulte plus les citoyens, qui ne se réfère plus à l'intelligence des citoyens. Les citoyens sont des sujets passifs, ils doivent se soumettre à des lois, à une technosurveillance, et ils sont finalement rendus à une absence totale de liberté, de jugement critique. Et bien du coup, les citoyens n'adhèrent pas à une communication très floue du gouvernement. Alors regardez Vincent Cespedes, on a posé la question à nos téléspectateurs aujourd'hui qui ont voté sur Twitter et sur Instagram. Êtes-vous satisfait de la gestion du Covid-19 par le gouvernement? Et à une écrasante majorité, 89% y répondent non, 11% y répondent oui. Ça dit quoi aujourd'hui de cette scission justement que vous décrivez entre les dirigeants et le peuple?
Ça montre que, on l'a vu d'ailleurs dans les années précédentes, avec plusieurs mouvements populaires, spontanés, organisés sur les réseaux sociaux. Nous sommes en cybermodernité. Notre modernité aujourd'hui va avec les réseaux sociaux, avec les smartphones et autres. Et donc, dans ce cas-là, le citoyen est sommé de juger, de liker, de participer aux échanges, de noircir des forums en disant son opinion. Et il apprend le débat démocratique. Il y a bien sûr, il y a des heurts, il y a des polémiques, il y a de la haine en ligne, mais il y a aussi des idées qui se trouvent. Eh bien, ça fait partie de la marche du monde, de la cybermodernité. Les citoyens veulent compter, veulent participer au débat démocratique et le gouvernement doit appuyer ça. Or, ce qu'on a en France, c'est un gouvernement qui pratique l'opacité. Il a été question dans le débat juste précédent de transparence. Le mot est revenu 2 fois, c'est un mot très important. La transparence est essentielle pour que les citoyens puissent s'emparer, tout en écoutant les médecins, tout en écoutant la science, tout en écoutant la raison, puissent s'emparer et décider avec, et non pas se soumettre à. En cybermodernité, il est d'autant plus, insupportable d'être réduit au silence alors que les réseaux sociaux nous incitent au contraire à donner notre opinion et à donner notre point de vue sur les choses. Et je vais vous citer d'ailleurs dans cet ouvrage, justement, vous en parlez, vous dites « Les démocraties subissaient, puisque c'est le futur qui juge notre présent dans votre livre, les démocraties subissaient via les réseaux une épidémie de cybersectarisme. Le conspirationnisme s'infiltrait dans tous les discours, drainait les ressentiments et pouvait même fabriquer des terroristes. La buzzmania, vous parlez de ça, on est en plein dedans. » On est en plein dedans et d'ailleurs rappelez-vous, juste avant l'arrivée des vaccins, il y a eu un documentaire qui a fait des millions de vues en quelques jours, c'est le documentaire Hold Up. Ce documentaire qui sombre dans le délire complotiste complètement dingue, a eu un succès. A eu un succès en disant on vous cache tout, on vous dit rien, on vous manipule et vous n'êtes que des sujets de laboratoire. Et ça marche. Alors bien sûr les gens n'adhèrent pas complètement à ce qui est dit, mais ils disent cette chose que l'on connaît bien politiquement. Il y a un peu de vrai, c'est ce que je ressens et du coup j'y adhère, je like, etc. C'est très très important. En cybermodernité, nous devons devenir au contraire plus philosophes, être dans la tolérance, le débat critique, l'écoute. Et la technocratie justement doit s'effacer et remettre au devant de la scène une démocratie avec des esprits libres. Nous passons beaucoup d'énergie, de temps et d'argent à former des citoyens que l'on veut éclairer. Il est totalement absurde et contradictoire de leur refuser après coup, lorsqu'il y a une crise qui touche le pays et le monde entier, de leur refuser la possibilité d'avoir voix au chapitre, de débattre, de discuter et donc de participer affectivement et effectivement, intellectuellement, aux décisions prises. Quand on dit ça, on comprend la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Une question de Noémie Aliwa. C'est intéressant parce que vous décrivez en même temps 2 mouvements un petit peu corollaires, c'est-à-dire le délitement de la démocratie d'une part et d'autre part une profusion de la démocratie que vous appelez cyberdémocratie, donc plutôt sur Internet. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut convertir toute cette agitation dans les urnes, comment incarner, si vous voulez, cette action, ce militantisme au niveau politique. Il faut que la politique puisse se faire un peu vers le bas, par le bas. Il faut arrêter avec cette pyramide. Vous savez, dans le secteur de l'entreprise, par exemple, on commence à comprendre qu'il faut expérimenter d'autres formes de gouvernance. Parce que le côté pyramidal, descendant, des experts, des sachants d'un côté, et puis des exécutants de l'autre, ça ne fonctionne plus en cybermodernité. C'est justement ce qui révolte les citoyens. Donc il faut trouver, inventer des systèmes de participation qui partent également du bas, qui impliquent les gens. On a tous les moyens technologiques pour le faire. Tout le monde est connecté. Mamie est sur WhatsApp. Il va falloir que la parole citoyenne s'engage dans le débat, qu'on arrête cette scission totalement contre-productive entre les sachants experts d'un côté, relais de la technocratie, et puis le peuple qui est là. Puis finalement, c'est ferme ta bouche et suis les consignes, c'est tout, tais-toi. Ça, c'est ce qu'a incarné, malgré lui ou avec lui, le président de la République. Quelque chose de très vertical. Rappelez-vous du grand débat, cette sorte de campagne comme ça faite où on le voyait parler pendant 6 heures. On parlait de Jupiter à l'époque. Il y a très peu de choses qui ont... Exactement, de Jupiter. Il y a Jupiter dans le sens qu'il n'aurait pas besoin d'intermédiaire entre lui et le bas peuple. Et en fait, qui parlait, lui, dans le grand débat, c'était finalement un monologue. Cette tendance technocratique incarnée de façon assez magistrale par le président, cette tendance d'empêcher le dialogue avec
le peuple. Voilà, Ceux qui le les peuple, font, ils je traitent de n'ai pas des populistes, accents hein. populistes quand je dis ça, hein, bien sûr. Mais- Mais ce qui est paradoxal, parce qu'on a en même temps les réseaux sociaux. Alors, vous savez que dans cette conversation ce soir, c'est intéressant. On a un philosophe, on a également un psy avec nous en plateau, Michael Harard. Oui, bon, c'est très intéressant. La cybermodernité, elle promet beaucoup de choses. Elle promet le meilleur et elle promet le pire aussi. Quand monsieur dit qu'il faut que les choses soient aussi dirigées par le bas, le problème, c'est quelle information on donne au peuple. Alors, il dit, on donne pas d'informations. Il y a une part de vrai, mais il y a aussi la qualité de l'information. Et il y a quelque chose qu'on n'ose pas tellement dire, c'est qu'il y a une grande pauvreté de l'information. C'est-à-dire que c'est un tweet et c'est même mené par le plus haut de la hiérarchie, c'est-à-dire même les politiciens, même les présidents aujourd'hui vont tweeter. Sous-entendu, on peut comprendre un sujet compliqué en 5 lignes. Et ça, je trouve ça très grave, c'est une défaite de la pensée, c'est un appauvrissement de la pensée générale. Et donc à ce moment-là, à ce prix-là, non, on peut pas donner au peuple un pouvoir trop grand parce qu'en vérité, on lui a donné du McDo à manger. Monsieur, que On lui a faites-vous- donné que une toute faites-vous des petite médias, chose. monsieur Et c'est ça que je faites-vous trouve du rôle des problématique. Mais si ça, je vous donne la parole juste après. Nickel, terminé. Oui, donc on leur donne Ouais, du ouais. McDo à manger, après on leur dit allez-y, décidez. Donc ça, je pense que c'est pas raisonnable. Et il y a une séduction depuis au moins une vingtaine d'années, surtout en France, qui est du populisme, d'accord, mais c'est-à-dire, allez, tout le monde est pareil, on sait tous les mêmes choses, c'est pas vrai. Toute parole se vaut. On ne sait pas tous les mêmes choses. Quelqu'un qui a fait 15 ans d'études, il va savoir mieux que moi comment gérer un État. Quand on va dire... Et on voit il faut- aujourd'hui que tout le monde a un avis sur le C'est pas- vaccin. c'est pas- Comme ce si Ce tout le sont monde pas était des les grands médias qui scientifiques. choisissent, c'est l'audience. C'est-à-dire Mais que c'est en l'audience interaction qui- permanente. On peut pas condamner constamment Mais les non, médias. c'est en Les médias interaction. dépendent aussi de C'est un l'audience. mais Donc on a ok, besoin- C'est les gens qui choisissent. C'est vrai, c'est faux, c'est en interaction permanente. Ça fait 15 ans que je fais de la télé. À chaque fois que je fais une télé ou une radio, on me dit tu réponds pas plus qu'une minute. Ah ben ça c'est Mais autre ça, c'est chose. parce que C'est c'est la pas temporalité une des émission médias. de Ça donne quoi Les comme gens vous qualité? regardent Mais au soyez regard. plus la pensée. Mais C'est soyez ça que vous honnête, ça dénoncez. donne quoi comme qualité? Je veux donner la parole avant de mais c'est partir, parce que puisqu'il nous c'est reste 30 l'audience. secondes justement. Voilà. Laetitia Kroupa, vous voulez réagir? Oui, non, sur le rôle des 30 médias, parce secondes. qu'en fait, monsieur, je vous écoute, je suis assez d'accord avec vous et je me dis, tiens, il a complètement oublié le rôle des médias, le 4e pouvoir. Et en fait, il y a ce problème en France et je pense dans toutes les sociétés occidentales de la défiance des citoyens vis-à-vis de leurs médias. Dans la dernière enquête Cevipof qui a été publiée la semaine dernière, seuls 28% des Français font confiance aux médias. Merci. Donc le Français pense pouvoir trouver Merci. son information tout seul. Et vous avez raison sur Et le si vous me vaccin, ça permettez donne un mot, tout et on a n'importe quoi. besoin d'un Merci à pilote dans tous. l'avion. Pointe à la ligne, c'est Bah, ce qui nous manque C'est actuellement. un beau message. en France. Merci à tous. Sans Merci médias, Vincent je- Cespedes d'avoir été avec nous ce soir dans les grandes gueules Moyen-Orient. L'avenir des intelligences, le monde est flou. C'est le nom de votre livre. Dans un instant, Orient, Cyril Lamar. Et nous, on se retrouve lundi soir.